Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 8 mars 2018, c'est la journée de la femme. Et oui, on en a une seule par an, alors on va en profiter. Aujourd'hui, vous allez découvrir dans ce JT des femmes formidables qui agissent chaque jour près de chez vous, sans oublier de reparler de notre chère Joconde. Un petit détour par la santé et un dépistage important, celui du diabète, My Green City et les paniers de Léa. Et cette semaine, les assurances prêts immobiliers. Regardez bien, vous allez gagner de l'argent si vous choisissez la bonne assurance. On ira aussi à un spectacle au Colisée de Lens qui a lieu mercredi prochain. On accueille aujourd'hui Déborah Arvers de la compagnie Au-delà du Seuil pour son spectacle et ses ateliers. Et bien sûr Fred Peter pour le sport et Nathalie pour l'agenda culturel. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors, journée de la femme aujourd'hui. Oui. Bonne fête à toi. Merci, bonne fête à toi. On n'a pas souvent des fêtes pour les femmes, mais voilà, on souhaite une bonne fête à toutes les femmes. C'est toute l'année la fête, notre fête, Valérie. Normalement, oui, ça devrait être toute l'année. Alors Nathalie, Monsieur Macron et la ministre de la Culture ont répondu à l'appel de Sylvain Robert, maire de Lens, concernant la Joconde. Oui Valérie, et la réponse est plutôt positive puisque le président de la République a félicité la démarche et a salué l'enthousiasme des habitants du bassin minier dans une lettre adressée au maire de Lens, Sylvain Robert. Le ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a également déclaré être favorable sur Europe 1. Je cite, « Mon fer de lance, c'est de faire en sorte qu'on lutte contre la ségrégation culturelle et concernant la Joconde, c'est une proposition à étudier sérieusement. » Mais rappelons aussi que les experts du Louvre sont contre cette idée, car pour eux, déplacer la Joconde n'est pas conseillé en raison de la fragilité de l'œuvre. Elle a été prêtée en 1963, puis en 1974, mais déjà contre les avis des conservateurs. Affaire à suivre. Je vous l'annonçais en ce début de JT, une bonne partie de cette édition sera consacrée aux femmes et on débute notre série de portraits avec Madame Maryse Lou. Elle est maire de Vingles et vice-présidente de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, entourée à ce poste à 99% par des hommes. Va falloir, messieurs, penser à la parité, à la communauté d'agglo. On l'écoute nous parler de sa vie de femme. Donc, je suis Maryse Lou, maire de Vingles depuis 2014. Je suis également vice-présidente à la communauté d'agglomération Lens-Liévin, plus particulièrement déléguée au personnel, aux marchés publics et aux assurances. Oui, il y a encore beaucoup de difficultés à être mère, femme. Au niveau, voilà, peut-être pas de la population en général, mais enfin de quelques personnes, il semblait incongru de venir passer son temps à la mairie alors que j'aurais dû m'occuper de mes casseroles. Et je peux ajouter quelque chose, quand je suis devenue mère, ce qui m'a profondément choquée également, c'est que tout le monde, beaucoup disaient c'est son mari qui va gérer les affaires de la mairie. Je pensais à des gens comme Simone Veil ou des écrivains, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras. Que dire encore, il y a aussi des... vous voyez là par exemple j'ai l'héroïne de l'os, Émilienne Moreau, qui a été vingloise. On y arrive, puisque j'y suis arrivée pendant de très nombreuses années. J'ai eu 3 enfants au cours de mes mandats, tout en travaillant également, puisque j'étais professeure des écoles. Et on n'y arrive que si on a un entourage qui le permet, c'est-à-dire des proches qui s'engagent avec vous.
je soutiens les gens qui se battent contre ce harcèlement sexuel, mais moi je me bats aussi contre le harcèlement tout court. Je leur dirai, n'ayez pas peur et donnez-vous les moyens de votre ambition. Vous avez toute votre place dans la société. On a besoin de femmes, on a besoin d'hommes, on a besoin qu'ils travaillent ensemble. Donc les filles, allez-y. En collaboration avec l'Association des diabétiques du Lensois, la municipalité de Salomine a proposé gratuitement à ses habitants une journée de dépistage du diabète. Ouvert aux personnes de la résidence autonomie Jacques Duclos, mais aussi à tous les autres retraités, ce test a permis de détecter cette sournoise pathologie chez celles et ceux qui l'ignorent. Mais c'est avéré aussi être un bon moyen pour prendre sa santé en main. À un sujet tout de suite de Christophe Billoire. Comment ça se déroule? Eh bien, en fait, on fait une petite piqûre au bout du doigt. C'est ce qu'on appelle la glycémie capillaire. Et dans les 5 secondes, on a le taux de glycémie. À jeun, il ne faut pas dépasser 1,10 g, mais il faut faire attention aussi de ne pas descendre en dessous de 0,70 g. Après, dans les 2 heures qui suivent le repas, vous pouvez aller jusqu'à 1,40 g. Et ensuite, le reste de la journée, il ne faut pas dépasser 1,26 g. Si on détecte quelqu'un qui a un taux, je dirais, suspect, on lui conseille d'aller voir le médecin. Le médecin va faire des prises de sang. Généralement, c'est au moins 2 prises de sang consécutives pour vérifier si effectivement il y a un problème ou non. Et à partir de là, c'est le médecin qui va prescrire un traitement qui va être adapté au taux de glycémie en fait. Faire du diabète, ça veut dire qu'on a trop de sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'en fait, le pancréas soit ne sécrète plus assez d'insuline, ou plus du tout d'ailleurs. Donc l'insuline, en fait, c'est ce qui régule le taux de sucre dans le sang. Le diabète, c'est une maladie silencieuse qui n'est pas douloureuse. Et bon, il y a des symptômes auxquels on ne fait pas forcément attention. C'est-à-dire qu'une soif intense, par exemple, vous avez continuellement soif, même la nuit, ça c'est un signe assez flagrant. Ou alors des sensations de malaise, les jambes molles, sensations de faim, ça peut être des signes avant-coureurs. Les conseils, c'est alimentation équilibrée. Donc alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire se priver. En fait, c'est manger de tout, mais en quantité raisonnable, et essayer de bien avoir tout ce dont on a besoin, tout ce dont le cœur a besoin pour la journée. Dans la mesure du possible, d'avoir une activité physique régulière, pas forcément une activité intense comme du sport, etc., mais avoir une activité physique. Chez nous, c'est toujours gratuit, de toute façon. Mais les personnes qui veulent se faire dépister peuvent, par exemple, aller en pharmacie et demander au pharmacien d'effectuer un test. Allez, bonne journée. C'est noté sur le papier. Ah bon, merci beaucoup. Sportive de haut niveau, Émilie Hipp, plus connue sous le nom d'Émilie Maréchal, est l'entraîneuse de l'équipe du volley-club de Arnes, un parcours de femme atypique que nous avons rencontré au complexe sportif Maréchal de Arnes. Je suis Émilie Hipp, entraîneur du volley-club de Arnes en élite 2e division et éducatrice sportive de volleyball. C'est difficile, non, parce qu'on a la même fonction qu'un homme. Après, c'est sûr que les salaires ne sont pas encore les mêmes que chez les filles, que chez les garçons, que ce soit dans le volleyball ou dans toute fonction. Donc, il y a encore une différence sur ça. Après, je pense que être entraîneur fille ou garçon, on a le même rôle, les mêmes objectifs, donc je ne pense pas. Non, j'ai pas eu de soucis particuliers sur une situation comme celle-ci.
Dans mon domaine, par exemple, Victoria Rava, avec tout ce qu'elle a fait au Club de Cannes, ce qu'elle fait avec le RC Cannes, ce qu'elle a réussi à faire, médiatiser un peu plus le volleyball, comme Erwin Edgabet chez les garçons. C'est vrai qu'elle a montré un peu ce que c'était le volleyball, la ville de Cannes et tout ça. Donc c'est vrai que ce qu'elle a fait pour le volleyball, c'est bien. C'est compliqué pendant 8-9 mois. C'est sûr qu'une saison, c'est long, donc de août à mai. Donc c'est long. Après, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est compliqué entre l'école, le travail, les entraînements après. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont assez autonomes. Donc à gérer, c'est plus facile. Mais ça se gère. Après, mon mari, comme il dit, récupère une femme au mois de mai quand la saison est finie. On en parle de plus en plus. Avant, je pense qu'il y en avait aussi, mais que personne n'osait trop en parler. Le fait que maintenant, les femmes osent un peu s'exprimer et lutter un peu contre ça, je trouve que c'est une bonne action. Faut pas se laisser démonter par ça. Je veux dire, il faut avoir du caractère aussi pour arriver aussi dans ce métier, à pas se faire trop intimider non plus. Donc, il faut qu'elles y aillent, mais si c'est vraiment ce qu'elles ont envie de faire, il faut qu'elles foncent et pas réfléchir à ce qu'on peut penser d'elles. Dire qu'il y a une journée, il n'y a pas une journée des hommes, hein, donc ça nous met aussi en valeur, donc c'est bien. Ils étaient nombreux sur le salon My Green City. Nous continuons nos découvertes de talents avec cette semaine les paniers de Léa, une entreprise éco-responsable qui choisit avec soin ses producteurs dont les méthodes de travail sont respectueuses de la santé et de l'environnement. Leur credo, une alimentation saine et responsable pour favoriser le bien-être au travail. Un reportage de Flavio Spatafora et de Camille Tombré. Eh bien, en fait, les paniers Léa est une entreprise qui existe depuis 2010. Donc la conviction forte des paniers Léa, c'est que l'alimentation est un enjeu de bien-être en entreprise. Donc pour cela, en fait, on a créé des solutions innovantes et positives qu'on propose principalement en entreprise, mais l'alimentation se décline partout. Pourquoi l'entreprise ? Parce qu'on y passe beaucoup de temps et donc finalement on y mange beaucoup. Et donc nous, notre idée, c'est de créer des moments de convivialité et donner accès à une alimentation plus saine et responsable pour les collaborateurs. Donc ça se traduit comment ? Par des livraisons de corbeilles de fruits, par exemple, pour mettre en salle de pause, pour un peu concurrencer tout ce qui est produits de snacking, boissons sucrées ou autres barres chocolatées, et laisser le choix avec des fruits sains. On travaille avec 26 producteurs en direct, on a une charte des achats responsables, donc on met énormément en avant l'aspect traçabilité et direct producteur. Donc le produit par les corbeilles de fruits, les animations pour créer des moments de convivialité dans les entreprises et que les collaborateurs, un petit peu comme sur ce salon, voilà, avoir un moment ludique, boire un bon smoothie et partager et recréer du lien entre les personnes. Et puis on fait aussi des interventions où on fait intervenir des personnes qui sont des experts en santé pour donner les clés d'une meilleure alimentation. Donc ça peut être des naturopathes, ça peut être la médecine du travail et bien d'autres parties prenantes qui participent avec nous. Et tout ça pourquoi ? Pour favoriser une bonne alimentation d'entreprise et recréer et créer des moments de convivialité. Alors cette animation, c'est une animation qui est assez plébiscitée. C'est tout simple, c'est un vélo donc, qui est sur pied. Le fait de pédaler actionne une dynamo et donc du coup là vous l'avez pas. Mais il y a un blender dans lequel on met des fruits et l'action de pédaler en fait alimente le blender et vous obtenez votre smoothie vous-même en pédalant environ 45 secondes, le temps de mixer les fruits. Elle est présidente de Mission Bassin Minier. Après la reconnaissance du bassin minier à l'UNESCO, elle est la représentante de ce territoire dans le monde entier. Mais elle est aussi une femme politique qui se bat chaque jour pour sa région. On retrouve tout de suite le portrait de Cathy Apourceau-Poly que l'on a rencontrée à la gare de Méricourt. Je suis Cathy Apourceau-Poly, je suis présidente de la mission Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais. Oui, j'ai succédé à Gilbert Rolos, qui n'est pas n'importe qui est l'ancien maire, de Salomine, qui était un personnage emblématique de la mission Bassin Minier, puisqu'il y était dès sa création.
Alors oui, parfois on entend évidemment des choses qui sont désagréables, hein, mais bon, je prends toujours ça, moi pour ma part, avec beaucoup de caractère, parce que j'ai du caractère, hein, je ne vous cache pas les choses, mais je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, et donc voilà, j'entends des choses et qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. J'admire Emilienne Mopti, hein, qui est une femme qui a été décapitée à Cologne, hein, parce qu'elle a donc été une des femmes combattantes de ce territoire en 1941. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui a fait face et qui a mené de grands combats. Je pense que tous les êtres humains sont confrontés à ça. Alors en étant une femme, forcément, on y est peut-être confronté un peu plus. Bon, il faut dire que j'ai un mari qui joue le jeu, hein, qui est de ce point de vue vraiment formidable, parce qu'il accepte que j'ai des responsabilités sans jamais rien dire, voilà. Hein. Balance ton porc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça a le mérite d'exister et que ça a le mérite d'avoir certainement libéré la parole de certaines femmes qui vivaient et j'en ai rencontré autour de moi, qui vivaient des violences sur leur lieu de travail, des violences dans leur vie de couple, et je pense que ça a permis au moins à toutes ces femmes de pouvoir causer et de pouvoir dire les choses. Voilà. Je dis aux filles de se battre et de ne jamais se laisser faire. Depuis peu, vous avez le droit de changer l'assurance de vos prêts. En effet, la banque dans laquelle vous souscrivez votre prêt n'a plus le droit de vous imposer son assurance. Vous pouvez choisir. Pour vous expliquer tout cela et vous faire gagner un peu d'argent, nous avons rencontré Sébastien Delelis, dirigeant associé d'une société de courtage en assurance prêt à Lens. Alors, 360 Courtage est un cabinet de courtage en assurance. Alors, on exerce aujourd'hui deux métiers. Le métier du dommage, donc tout ce qui concerne le matériel, c'est-à-dire l'auto, l'habitation, tout ce qui est les risques liés aux entreprises. Et puis la vie, tout ce qui est lié à la personne, donc la santé, la prévoyance, tout ce qui est lié à la retraite complémentaire, à la protection sociale du chef d'entreprise. Alors notre cible de clientèle est essentiellement orienté sur l'entreprise. Nous avons 65% de professionnels et 35% de particuliers. Alors les services que nous proposons aujourd'hui aux clients, c'est tout d'abord sur l'aspect service, puisqu'aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'un outil qui est le courtage. Les consommateurs commencent aujourd'hui à venir voir le courtier, puisque le courtage aujourd'hui, les services qu'on peut proposer, c'est de pouvoir justement trouver la meilleure solution aux clients à travers donc différents produits que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis on en a également parlé, puisque j'avais oublié l'assurance emprunteur, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, voilà, donc l'assurance de prêt, bien évidemment. L'assurance n'est pas obligatoire en général, puisque on ne peut pas obliger un client à s'assurer. Je vais répondre non dans un premier temps. Par contre, la banque va vous obliger à prendre l'assurance, puisque si elle vous prête de l'argent, il faut qu'il y ait un garant derrière. Et le garant, c'est l'assurance de prêt. Vous avez aujourd'hui, pour souscrire un contrat d'assurance de prêt, c'est très facile. Vous allez soit vous souscrivez l'assurance bancaire, soit vous dites « moi j'en veux pas parce que je vais faire un comparatif et je vais demander une délégation d'assurance ». Et à ce moment-là, vous choisirez là où c'est le plus intéressant en termes de coût, mais aussi, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, en termes de garantie. Puisque l'assurance n'acceptera, enfin la banque, pardon, n'acceptera la délégation d'assurance à partir du moment où l'assurance que vous choisirez à l'extérieur soit que les garanties soient équivalentes ou égales à l'assurance bancaire. Donc lorsque vous avez souscrit une assurance bancaire, donc vous avez aujourd'hui 3 solutions qui s'offrent à vous.
La première solution, lorsque vous souscrivez, donc là vous venez chez 360 Courtage, Lavita.fr vous permet de comparer, vous avez choisi votre assurance de prêt et vous souscrivez l'assurance et à ce moment-là, la banque accepte et vous pouvez signer les offres de prêt avec l'assurance de prêt extérieur. La deuxième solution, on est dans le cadre de la loi Hamon. La loi Hamon nous dit quoi? Nous dit qu'à partir du moment où vous avez signé l'offre de prêt, vous avez 12 mois à la signature de l'offre de prêt pour sortir de cette assurance et trouver une assurance extérieure. La troisième solution, nous sommes dans l'amendement Bourquin, qui vient d'être donc signé et validé au 1er janvier 2018 et qui vous donne cette possibilité aux prêts qui ont donc plus d'un an, de pouvoir sortir librement de cette assurance, d'accord, et de choisir votre propre assurance extérieure. Donc là, on va faire jouer la loi Bourquin qui dit tout simplement que vous pouvez résilier ce contrat. La seule condition, c'est qu'il faut respecter la date échéance de cette assurance, d'accord, et en respectant 2 mois de préavis. Pour changer d'assurance, soit vous allez sur le site lavita.fr parce que vous nous avez connus par le biais de ce site, donc lavita.fr. À ce moment-là, vous allez remplir un formulaire, vous allez donc faire votre comparatif et à ce moment-là, vous serez recontacté très rapidement. Deuxième chose, soit vous allez effectivement sur 360courtage.fr qui est le site de 360. Donc on est, si vous voulez, nous n'avons pas une plateforme ou un centre de gestion qui n'est pas visible, pour être clair. Aujourd'hui, nous sommes commerçants, nous sommes au centre-ville de Lens et nous avons aujourd'hui la possibilité d'être... les clients peuvent venir nous voir à tout moment et ils seront très bien accueillis d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans le cadre des médias, par exemple. C'est dommage, puisque aujourd'hui, on pourrait trouver des solutions pour justement proposer des conseils. Moi, mon ressenti, il est simple, c'est que je pense qu'il y a un manque d'information pour le consommateur. Et ça, on le voit aujourd'hui sur le grand public. Alors bien évidemment, ce n'est pas leur métier, c'est notre métier, c'est notre rôle d'expliquer aux clients la façon dont ils sont protégés et la façon dont ils peuvent en sortir de ces assurances, bien évidemment. Ça, c'est notre rôle. Toujours dans notre série de portraits, nous avons rencontré Virginie Ruisseau, spécialisée dans la réparation d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes à N, qui officie les samedis matins avec l'équipe du Repère Café de Mazingarbe pour apporter ses compétences à la réparation d'électroménagers, hi-fi, vidéo en tout genre, un métier où l'on a l'habitude de voir des hommes et que Virginie adore. Moi, je suis Virginie Répare. Je répare tout ce qui est informatique et électronique divers, donc les tablettes, les téléphones portables, les télévisions et un peu le petit électroménager aussi. Depuis que je suis installée, non, j'ai pas rencontré d'homme qui soit surpris que je sois une femme, parce qu'au téléphone, je le dis que c'est moi qui dépanne. Je suis pas la secrétaire de quelqu'un. Par contre, quand je travaillais en plateforme, j'étais déjà donc technicienne. Et là, avec les collègues, ça passait pas toujours bien. Ça dépendait des collègues. Il y en a avec qui ça se passait très bien. Et il y en a d'autres, c'était débrouille-toi, t'as voulu faire un métier d'homme, et ben fais comme les autres. Oui, avec certains chefs, ça passait pas toujours très bien parce que j'ai des enfants, donc j'ai une vie de femme. Donc comme toutes les femmes, des fois, on peut pas aller travailler parce qu'on a nos enfants qui sont malades. On tombe enceinte, donc on a les congés maternité. Et là, ça passe pas toujours bien parce que pour eux, on a un métier d'homme, on devrait être presque comme les hommes, avoir pas de congé maternité, pas de congé d'absence pour enfants malades. Ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais j'ai adoré la série Buffy contre les vampires, qui est quand même une fille qui se bat contre des vampires. On pourrait dire pour une fille, se battre contre des vampires, c'est pas son rôle. Entre guillemets, je peux dire que je me suis un peu mis dans ce rôle, même si chez nous, il n'y a pas du tout de vampires, mais le fait, ça ne va pas déranger de prendre la place d'un garçon, surtout que c'est un métier comme un autre. Et on peut aussi bien le faire en étant une femme qu'en étant un homme.
C'est pas facile d'avoir du temps pour soi. Quand on a un métier par lequel on est passionné en fait. Le temps pour moi, c'est un peu d'essayer de réparer à tout prix tous les appareils qui me tombent sous la main. Et du coup, je prends moins soin de ma personne. Faut pas avoir peur du rapport avec les hommes parce que quand on commence à travailler avec eux, si on fait bien son travail, on arrive à en rire, à passer de très bons moments et des fois on s'entend mieux en tant que femme professionnelle dans un métier masculin avec les hommes qu'en tant que femme en métier masculin avec d'autres femmes qui sont beaucoup plus critiques parfois que les hommes. Après un cycle de 4 années consacré à la danse, le thème de la Fête du Timbre 2018 sera consacré cette année à l'automobile et au sport, valorisant ainsi l'Alpine A110 ou encore la R5 Turbo, deux voitures mythiques ayant marqué leur époque. À cette occasion, l'association locale Lance Philatélique invite le public à venir à la maison syndicale des mineurs, rue Casimir-Beugnier à Lens, pour découvrir ces 10 et 11 mars une très belle exposition philatélique, un bureau de poste temporaire pour la prévente de timbres, des souvenirs philatéliques, mais pas seulement, comme nous le souligne Monsieur Caten, président de Lens Philatélique. Eh bien, vous aurez des voitures miniatures, notamment une collection de voitures miniatures de la Poste, et puis également un monsieur qui est spécialisé donc dans la collection de voitures miniatures. Il viendra avec ses vitrines. Nous aurons également l'association lensoise pour le slot qui va venir présenter ces voitures. C'est une association qui est spécialisée dans la compétition automobile miniature. Également, puisqu'on est sur le thème de l'automobile, vous verrez une collection de buvards représentant des voitures automobiles anciennes et plus récentes, notamment des années 60. Nous aurons également Arnaud Desmarais et son association pour la sauvegarde du Puy 13 bis, qui viendra présenter sa collection de lampes de mineurs, ses objets de mine. Donc vous allez voir des choses, les gens vont montrer des petits trésors, des choses en dehors de la philatélie, puisque comme le thème est l'automobile et puis que la philatélie souhaite s'ouvrir à d'autres modes de collection, vous verrez notamment des buvards qui représentent des automobiles. Vous serez les bienvenus donc à la maison syndicale rue Casimir-Beugnier. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Lens, ils connaissent souvent la place du Quentin, qui est maintenant la place Roger Salengro. Quand vous êtes au milieu de la place, vous voyez la maison syndicale. Nous serons à votre disposition à partir de 9h jusqu'à 17h le samedi et le dimanche. Mercredi 14 mars à la médiathèque Robert Cousin de Lens, vous pourrez découvrir le spectacle Un cri de guerre, un récital sur la Grande Guerre de 14-18 raconté par plusieurs chants, textes et compositions d'époque, le tout interprété par 3 artistes, dont Gilles Glaise, professeur au théâtre du Conservatoire de Lens. Un reportage de Flavio Spatafora. Alors, Un cri de guerre, c'est un récital qui est à la fois musical, lyrique et littéraire sur la guerre de 14, et notamment sur la guerre de 14 dans le Nord et le Pas-de-Calais, et particulièrement à Lens. Voilà, il y a Jong Min-yu, la pianiste, il y a Varenka Valenzuela, qui est professeure de chant au Conservatoire de Lille, qui est la chanteuse, qui est une soprane, et il y a moi qui suis récitant. On sera 3 sur scène, et il y aura aussi un montage audiovisuel qui va accompagner le récital. Le plaisir militaire, il est là-bas, au-devant de la forêt. À la base, la pianiste Jong Min-yu, qui est également professeur au conservatoire, qui est professeur de piano, m'a proposé de reprendre la partie récitant dans ce récital qui existait déjà, qui avait été fait en Bourgogne. Et quand on a décidé de le reprendre ici, de le jouer ici avec moi, voilà, comme récitant, c'est là où le directeur du Colisée, Zahir Oudjani, m'a proposé de faire quelque chose sur le Nord. Et là, vraiment, ça m'a emmené très loin. J'ai travaillé notamment avec les archives de la ville de Lens, avec Madame Fredon-Rompu. Donc, en fait, j'ai pris toute une série de textes
qui sont des textes du Nord. Il y a des textes d'Émile Bazely, le maire de Lens. Il y a des textes d'un poète lensois, Bertin Duquesnoy, qui a vécu le siège de Lens, qui était terrible. Des textes du journaliste Albert Londres, qui raconte l'état de Lens après la guerre et la libération de l'île. Ainsi que des textes plus généraux sur la guerre, écrits par des grands écrivains. Alors, il y a Céline, Voyage au bout de la nuit, il y a Henri Barbus, Le Feu, il y a Blaise Cendrars, il y a Charles de Gaulle, qui écrivait très bien. C'est l'embarras du choix, parce que la guerre de 14, ça a été, je ne crois pas dire de bêtises, la guerre la plus écrite. Et cela dure des nuits et des nuits, car dans la journée, ils se taisent, ou interpellent leurs copains par leur nom, ce qui est pathétique, mais beaucoup moins effrayant que cette plainte enfantine dans la nuit. Maman! Maman! Alors c'est vraiment sur la guerre même, ça commence vraiment avec un texte allemand de Ernst Junger qui annonce le plaisir de partir à la guerre, qui dit surtout ne pas rester chez soi, être admis à cette communion qui est presque assez mystique et assez effrayant. Puis un texte d'un soldat qui raconte la mobilisation à Lille, qui raconte la folie que c'est. Et après, c'est toute une série de poèmes et de textes sur la guerre même. Mais on va jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire on parle de la libération de l'île, par Albert Londres, on parle de l'état de Lens juste après la guerre, et on finit sur un tango de Carlos Gardel qui s'appelle Silencio, qui parle du silence après la guerre. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, meciendo en la cuna. Alors, ce récital intitulé Un cri de guerre, ce récital sur la guerre de 14, c'est le mercredi 14 mars à 20h à la médiathèque Robert Cousin dans le Petit Théâtre. Et il est interprété par Jong Min-yu au piano, par Varenka Valenzuela pour la partie chantée et par moi-même en tant que récitant. Silence dans la nuit, silence dans les âmes. Notre invitée de la semaine, une femme, Déborah Arvers, de la compagnie Au-delà du Seuil, un parcours admirable et une volonté de faire, une femme comme on les aime, une battante. On la retrouve tout de suite sur le plateau de Télégoël. Exceptionnellement, nous changeons de décor pour notre invitée aujourd'hui. Déborah, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la Journée de la Femme. Comme ça, on est bien en force pour ce JT d'aujourd'hui. Et il faut que ça continue au-delà du 8 mars. Oui. Oui, parce que c'est compliqué. Alors, on va tout de suite satisfaire la curiosité des téléspectateurs en parlant de votre spectacle qui s'appelle Ma vie est un sketch. Parlez-nous de votre parcours atypique que l'on retrouve justement dans ce spectacle. Alors, Ma vie est un sketch, c'est le deuxième spectacle de la compagnie Au-delà du Seuil, une compagnie qu'on a fondée à plusieurs il y a maintenant 5 ans et demi. Et donc, ce deuxième spectacle a pour support le texte dont je suis l'auteur, le texte que j'ai écrit, et que Charlie Mulot, le metteur en scène, a souhaité adapter et transformer en spectacle. Donc, comme je l'ai dit, c'est autobiographique. Donc, on part de la naissance, de cette chose humaine, mais qui arrive sur Terre un petit peu en avance. Et ça va jusque ma vie actuelle, mais entre-temps, on essaie de parler d'autres sujets parce que, en fait, le sujet de fond de Ma vie est un sketch, c'est pas tellement le handicap, c'est la différence au sens large. C'est l'occasion aussi d'évoquer les questionnements liés à l'orientation sexuelle, les différences régionales aussi, parce que je ne viens pas du Nord-Pas-de-Calais, même si maintenant j'espère que j'ai été adoptée. Voilà. Mais apparemment, vous connaissez quelques mots. Vous m'avez dit tout à l'heure pour chiotte. C'est un mot. Il fallait que je le dise. C'est des mots que vous connaissez. Une fois 5 aussi. Le premier qu'on m'a appris en 2005, c'était Ouassing et Cayenne. Voilà. Bon, alors, c'est bon. On vous a un petit peu adopté depuis le temps. Je pense que c'est bon. Alors, est-ce que c'était un défouloir, cette pièce, pour vous? En fait, ça s'est construit un peu étrangement et sur beaucoup d'années. Le texte, vraiment, je l'ai écrit sans penser que ça allait devenir un jour un spectacle. On avait déjà fait un spectacle dans la compagnie, mais à l'époque, j'avais aucune idée que ce serait le support de notre prochaine création. Et j'ai mis beaucoup d'années à l'écrire, du coup. Et c'est la rencontre avec Charlie Mulot qui a été déterminante en 2015 pour le reprendre et l'adapter sur scène.
Au départ, à l'époque où il était encore caché dans mon ordinateur, c'était vraiment le premier but, c'était faire rire les amis, ou faire rire et aussi prendre du recul sur les différences, parce que dès lors qu'on écrit déjà soi-même, c'est qu'on on en est au moment où on prend du recul sur sa vie, qu'elle ait été longue ou courte. Quand on en est à l'acte d'écrire, je pense que c'est qu'on est capable de le faire à ce moment-là. On va peut-être parler du handicap, on va rappeler peut-être votre handicap. Et qu'est-ce qui vous énerve le plus depuis que vous êtes toute petite face à ça, en fait? Alors moi, non, je ne suis pas du genre à m'énerver. Quand j'étais plus jeune, oui, je suis handicapée moteur, donc ça signifie que j'ai une atteinte au niveau surtout des jambes, parce que je suis née prématurée à 6 mois et demi. Alors ça n'est pas forcément une généralité, hein. On peut naître prématuré et ne pas être handicapé, je rassure tout le monde, surtout qu'en 30 ans la médecine a fait des progrès, j'espère. Voilà, donc j'ai toujours eu un handicap physique. Et ce qui m'énervait étant petite, mais maintenant maintenant ça m'amuse, ou en tout cas j'essaie de plutôt rassurer les gens. C'est le regard, évidemment, quand on est petit, les gens se retournent. Et en fait, souvent les parents, ça je parle maintenant en tant qu'adulte, les parents d'enfants ont tendance à dire « regarde pas la dame, regarde pas le monsieur », alors que si on établissait le dialogue, ça leur permettrait de modifier ce sentiment de peur qu'ils ont, parce que souvent c'est comme pour le racisme, comme pour d'autres choses, c'est une méconnaissance et une peur finalement. Donc voilà, moi j'ai toujours été pour le dialogue, et je crois que ça se retrouve ne serait-ce que dans le nom de la compagnie Au-delà du seuil. Alors comment vous est venue cette envie de devenir comédienne? Et bien toute petite, à 8 ans, dans ma Touraine natale, je regardais les humoristes à la télé à l'époque, et je voulais avant tout faire rire, vraiment, depuis toute petite. Et je me suis dit, un jour, je ferai du théâtre. Et fort heureusement, je ne me suis pas dit, ah bah non, tu es handicapée, tu ne peux pas y arriver. Pour moi, c'était ça et pas autre chose. À la même époque, mon frère est devenu comédien. Mais il était beaucoup plus âgé que moi. Et moi, j'ai jamais changé d'idée, en fait, depuis la fin des années 90. Donc, voyez. Vous avez fait des études dans ce sens-là, ou oui. C'était la première fois que j'ai découvert notre belle région, c'est les Hauts-de-France. Voilà, absolument. Je suis arrivée à Arras pour faire des études d'art du spectacle de 2005 à 2009, et parallèlement, comme je voulais vraiment une formation pratique et concrète, je me suis inscrite au conservatoire d'Arras, conservatoire d'art dramatique, entre autres choses. Et puis ensuite, j'ai passé des concours et j'ai continué à me former à l'école EDT 91, qui est en banlieue parisienne, qui est une école publique sur concours assez rare pour être citée, dans le sens où elle fonctionnait comme les écoles supérieures, sous forme de stage avec des intervenants, etc. Et à l'époque, c'est monsieur Christian Géanin qui l'a dirigée, et il favorisait déjà beaucoup la notion de groupe. On était vraiment des groupes et non pas des promotions. Et puis, c'est le premier qui nous a dit être comédien, c'est aussi et surtout être citoyen, et essayer qu'à travers l'art, on puisse aussi dire des choses. Et est-ce que, on est la journée de la femme aujourd'hui, est-ce que ce sentiment femme-homme dans le monde du théâtre et de la comédie, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'on le ressent? Alors nous, en tant que jeune compagnie avec d'autres, non, je dirais que voilà, le monde du théâtre est un monde assez ouvert. Après, on sait qu'on a entendu que dans les hautes sphères, voilà, il y a certaines choses qui sont, par exemple les directions des théâtres, il y a très peu de femmes qui dirigent des théâtres. Mais au sein des jeunes compagnies émergentes comme les nôtres, que ce soit la compagnie Au-delà du seuil ou le collectif Cris de l'Aube, voilà, on est assez ouvert à tout le monde, et bien sûr à ceux qui en ont les compétences et qui sont, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, tant qu'on a vraiment envie de faire ce métier, je ne pense pas qu'il y ait des différences au niveau du sexisme. Voilà. D'accord. Quelques mots peut-être sur vos ateliers que vous organisez? Oui, alors chaque saison, en fait, depuis 2014, où on a commencé à donner des ateliers d'abord à plusieurs. Et puis moi, j'ai eu l'occasion pendant 2 ans de donner cours à des adultes handicapés psychiques, donc des handicaps qu'on ne voit pas.
tout en ayant dans le même temps un atelier tout public, hein, parce qu'on ne se spécialise pas dans le handicap, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aller au-delà justement des différences. Et cette année, ce qui est nouveau, cette saison, c'est que le CESAD d'Arras, le CESAD comme la Trébat, a contacté la compagnie pour qu'on puisse donner des cours de théâtre à des jeunes ados handicapés. Donc, ils sont entre l'enfance et le début de l'adolescence. La particularité, c'est que la plupart n'ont pas conscience de leur handicap, et quelque part, ça peut être un atout, et chacun a des handicaps différents. D'ailleurs, moi, je n'ai pas à savoir qui a quoi, c'est pas mon affaire, je leur fais cours de théâtre, simplement, ça me demande, je dirais, plus d'attention que quand je donnais des cours à des adultes, non pas parce que ils sont handicapés, mais simplement parce que ce sont des enfants. Voilà. Oui, c'est peut-être le handicap, c'est celui d'être un enfant, plus que d'être handicapé. Bah, c'est en tout cas, pédagogiquement, le challenge, c'est que quand on est plus jeune, on se lasse plus vite, etc. Et que j'essaie d'être attentive à la différence de chacun, parce qu'ils n'ont pas les blocages aux mêmes endroits, comme nous tous, mais là, c'est encore plus concentré. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu au spectacle Ma vie est un sketch. Est-ce qu'il y a des petites choses sur le sketch que vous pouvez nous raconter pour nous attirer sur le spectacle? Alors, ça commence dans le... Charlie a voulu figurer, Charlie Mulot, la gestation. Donc, ça commence quelques secondes seulement, je vous rassure, dans le noir, dans l'univers de la mer, etc. Et ensuite, on parle aussi de thématiques, voilà, de l'arrivée dans le Nord-Pas-de-Calais à un moment donné, de comment j'ai fait mes premiers pas, parce que j'ai marché plus tard que d'autres personnes. Et il se trouve que c'était avec des amis, donc déjà, l'idée de groupe et d'amitié peut permettre de faire avancer les choses. Il y a aussi un passage qui aborde la question de l'homosexualité. Ensuite, de quoi on parle? On essaiera de regarder quelques petits extraits quand vous en parlez. C'est un spectacle que vous jouez prochainement à Carvin et à Bapaume. Oui, c'est ça. On l'a créé il y a 3 ans et donc c'est la 3e saison où il tourne. Et nos prochaines dates connues, c'est donc le 19 mars, donc la semaine prochaine, je crois, ou dans 2 semaines, à Bapaume, à l'espace Isabelle de Hainaut. Et on fait une scolaire à 14h15 et une tout public à 20h30. Ensuite, on connaîtra une première date hors région. Voilà, ce sera la grande aventure pour Charlie, Anthony et moi. On part à Angers, le jouer dans le Maine-et-Loire. Et on revient dans le coin parce que on aime parce qu'on est bien. On revient chez nous. On est bien. Le 19 mars et Carvin, ce sera le 27 avril à 18h au Majestic, je crois, c'est la salle des fêtes si je ne me trompe pas. Dans le cadre d'un festival, alors là vous pourrez rire, handicap et sport. Voilà, je ne m'attendais pas à atterrir dans le milieu sportif, mais tout est possible. Alors comment on fait pour réserver Alors pour le 19 mars à Bapaume, c'est directement auprès de la mairie. La mairie de Bapaume, donc le numéro de téléphone, attendez, je prends. 03 21 50 58 80. Voilà. Sinon, il y a un site internet. Oui, vous pouvez aller aussi sur le site internet de l'espace Isabelle de Hainaut à Bapaume. Et pour ce qui est de Carvin, l'entrée est gratuite parce que ça va faire partie d'un événement de la ville ou du CMJ de Carvin, je crois. Mais il est bon de réserver parce qu'à l'heure actuelle, nous, l'équipe de la compagnie, on ne connaît pas la jauge. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner. Les places partent vite, alors surtout, n'hésitez pas à réserver. En fait, on en est à la 15e, entre 15 et 20 représentations, voilà. Alors, il y a un nouveau spectacle également. Oui. Ça s'appelle... Oui, je voulais... Les Rois du Silence, c'est ça ? C'est ça. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après Ma vie est un sketch, bien sûr, ça déclenche des réactions sur l'aspect théâtral, sur les thèmes abordés, mais chez certains, ça donnait envie aux gens de s'exprimer, comme si ça pouvait permettre d'avoir pris un parcours individuel, de libérer la parole. Et du coup, j'ai proposé à Charlie Mulot toujours qu'on construise un spectacle à partir de la parole des gens. Donc pendant 6 mois, de novembre 2016 à avril 2017, principalement dans le bassin minier, avec les 2 autres comédiens qui sont sur scène à mes côtés dans Les Rois du Silence, donc Mélissandre Fortumeau et Sébastien Véred, on est allé questionner les gens sur
qu'est-ce qu'on ose dire dans notre société actuelle? Est-ce qu'on ose moins dire de choses maintenant qu'auparavant? Et quel est pour certaines personnes le rapport à la différence? Et ça nous a amené notamment à traiter des sujets vraiment en fonction de ce qui nous a été dit sur l'accès à l'emploi des jeunes, sur le rapport qu'on a aux personnes âgées, etc. Et si on voulait en parler aussi aujourd'hui, c'est parce que ce spectacle, il est en coproduction avec l'espace culturel La Gare qui est à Méricourt. Donc ils nous ont accueillis, suite à leur soutien précédent pour Ma vie est un sketch, ils nous ont accueillis dans une première résidence pour fabriquer le spectacle, pour le créer, en novembre et décembre de l'année qui vient de se terminer. Et la première officielle du spectacle, vous pourrez avoir l'occasion de le voir le 12 octobre 2018 à 19h à l'espace culturel La Gare. La Gare de Méricourt. Alors, donc, nouveau spectacle, Les Rois du Silence. Ma vie est un sketch, on va peut-être le revoir aussi sur le bassin minier. Il y aura peut-être d'autres dates qu'on ne sait pas encore. Après Carvin, on ne sait pas, mais voilà, parce qu'en fait, on s'imagine que les compagnies peuvent aller jouer où elles veulent, mais en fait, ce sont des gens qui viennent voir nos spectacles et qui choisissent de le programmer. Donc, il y a le petit côté où on ne sait pas où on va atterrir la prochaine fois. En tout cas, s'il y a des communes de l'agglomération de Lens-et-Vin qui veulent ce spectacle, qui, je vous assure, est vraiment très humoristique, c'est marrant, il y a de beaux messages dedans aussi. Et donc, il faut aller le voir et il faut le commander dans votre mairie, dans vos centres culturels. Voilà. Charlie a l'habitude de dire, avec son regard à lui sur ce texte, que c'est un spectacle à la fois humoristique et tendre aussi. Et parfois, il peut surprendre à certains moments, vous verrez. Voilà, merci Déborah. Un dernier mot, je crois que vous vouliez parler justement pour la journée de la femme, sur un spectacle qui vous tient à cœur. Oui, alors j'ai évoqué rapidement le fait que la compagnie de la Dusseuil n'aurait pas pu continuer sans les garçons comédiens et metteurs en scène du collectif Cris de l'Aube. Et ce soir, ils jouent un de leurs spectacles à eux, donc le spectacle du collectif Cris de l'Aube, sur la figure féminine et féministe de Calamity Jane. Et c'est un spectacle humoristique, mais vous aurez l'occasion d'apprendre des choses au-delà des clichés ou des images qui ont pu être véhiculées par Hollywood sur la figure de Calamity. Ça s'appelle Il était une fois Calamity et c'est un recours ce soir même, jeudi 8 mars à 19h. Jeudi 8 mars, c'est peut-être dans d'autres dates, puisque voilà, ce spectacle est consacré aux femmes. Il faut qu'il se développe un peu partout. Merci encore une fois, Déborah. Il n'est pas une femme, mais il les aime beaucoup, les sportifs comme les autres. On accueille tout de suite notre ami Fred Peter. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie, bonne fête à vous deux. Merci Fred, on savait bien que tu n'allais pas nous oublier. Eh bien, je ne vous oublie pas, jamais le jeudi. Alors on commence ce JT Sport avec un match très important pour le RC Lens ce lundi. Et les 100 sont actuellement 15e du championnat de France de Ligue 2 avec une série de 3 matchs sans victoire pour le moment. Et le match nul 1-1 contre le Gazélec Ajaccio a montré une nouvelle fois certaines limites du groupe d'Éric Sicora qui est encore touché par l'élimination en Coupe de France face aux Herbiers. En plus, Lens, tu en parlais Valérie, va affronter un concurrent direct au maintien lundi, Bourg-en-Bresse. Cette équipe est 17e du championnat de France de Ligue 2. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au stade Bollaert des Ulis. Et puisqu'on parle de la journée internationale des droits des femmes, eh bien la place pour les supportrices est à 2 € pour le match de lundi. Merci le RC Lens. La réserve de Lens reste sur les rails de la victoire. 3e victoire en 3 matchs pour les jeunes joueurs de l'équipe B. Ils se déplaçaient samedi sur le terrain de Beauvais et ils se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Guillaume Beugin et de Bilal Bari. Ce succès permet aux prodiges de la Gaillette de sortir enfin de cette zone rouge et de se fixer à la 12e place. Samedi, la réserve retrouvera le stade François-Blin d'Avion avec la réception de Samor-Lusitano. Le match commencera à 16h. Le foot sur herbe, c'est bien, mais le futsal, c'est tout aussi bien. Et on va parler de l'avion futsal que l'on retrouvera en 8e de finale de la Coupe de France. Pour certains, l'aventure continue. Les avionnés ont décroché leur ticket pour le prochain tour en éliminant Caen sur le score de 5-4, notamment grâce à un doublé de Coali. Une très belle performance pour l'avion futsal qui continue de se faire une place dans la région. Au prochain tour, Avion recevra le Paris Akassa dans sa salle Roger Blaisel le 24 mars prochain.
Après sa première défaite de la saison, le BCL n'a fait qu'une bouchée de Lambersart. On va parler de basketball tout de suite dans ce JT Sport. Sans surprise et sans trembler, les Liévinois ont remporté leur match face à la lanterne rouge du championnat, donc Lambersart 63-43. Après 18 journées, Liévin reste leader de son championnat avec 5 points d'avance sur l'ABC d'Ourges. Mais attention, car ce week-end, les hommes de Dominique Malbranc se rendent chez le 3e, Cambrai, qui cherche à se rapprocher de la seconde place. On l'a vu tout à l'heure, elle nous a parlé de son rôle de femme auprès de l'équipe du VCH. Émilie Hipp et son équipe se sont fait surprendre à domicile. Les Arnésiennes ont déposé les armes au pied de Romans-sur-Isère. À la salle Maréchal, les deux équipes se sont livrées à un très beau combat. Mais au final, c'est le volleyball romanique qui s'est imposé 3-1. Un coup de frein pour Arnes qui tombe de son fauteuil de leader des playdowns, remplacé par Poitiers-Sabenois. Et justement, les filles d'Émilie Hipp auront l'occasion de récupérer leurs biens le 17 mars prochain en s'en allant défier cette équipe de Poitiers-Saint-Benoît. Par contre, belle victoire pour les hommes du volleyball. 3-0, c'est clair, net et précis. Le HVB a battu Beauvais à l'extérieur, faisant une très belle opération dans ses playdowns. Si on regarde le classement, Arnes est 5e, mais n'est pas encore sauvé. Les Rouges et Noirs chercheront à récupérer encore des points le 17 mars face au Paris Université Club, qui se déplacera du côté de la salle Maréchal. N'hésitez pas à aller les voir. On les remercie d'ailleurs, cette équipe du Arnes Volleyball, de leur fidélité. Exactement. Enfin, grosse chute au classement pour Billy Montigny en handball. Dans leur salle au Télotroni, les Carabiniers se sont inclinés 30-26 face au Mélantois HB, qui joue sa survie en National 2. Cette défaite fait beaucoup de mal aux coéquipiers de Yann Kozennik, car elle entraîne leur chute à la 7e place du championnat, se faisant dépasser par Dunkerque ou encore Saint-Ouen-l'Aumône. Le 17 mars prochain, Billy Montigny va se rendre du côté de Dunkerque, donc va se rendre sur la côte pour essayer de repasser devant cette équipe au classement. Merci Fred. Merci Valérie, pour ce merci bilan Amandine. Sportif. On se retrouve la semaine avec prochaine. Quelques femmes en plus. Avec quelques femmes, oui. Le VCH, faut pas les oublier. Et place à la culture avec notre agenda culturel et Nathalie. Encore une femme. Alors Nathalie, que pouvons-nous faire ce week-end ? Eh bien Valérie, pour continuer à célébrer cette journée et la lutte des femmes pour l'égalité des droits, je vous propose une exposition salle François Mitterrand à Liévin intitulée 62 voix des femmes. L'association des femmes en avant met en lumière 62 parcours individuels ou collectifs de femmes de Pas-de-Calais. Cette exposition est gratuite, rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 18h jusqu'au 15 mars prochain. Un spectacle musical à Liévin. Vendredi 16 mars, rendez-vous à la bibliothèque Jacques Duquesne, place Gambetta à 19h pour le spectacle Qui sifflote s'implique dans le cadre du Printemps des poètes. La compagnie Illo Tempore propose un répertoire de chansons populaires françaises, des Balkans ou encore d'Amérique latine, le tout revisité avec un brin de folie. Le spectacle est gratuit mais sur réservation au 03 21 45 83 90. Ce week-end, c'est le retour du Trail des Poilus. Nous vous en parlions la semaine dernière avec son organisateur Jackie Clément. Quelques détails sur cette course, Nathalie. Et oui, l'association Trail des Poilus affiche complet avec plus de 2600 inscrits. Cette année, l'événement se tient sur 2 jours, du samedi au dimanche, mais malheureusement, vous ne pouvez plus vous inscrire. Cependant, vous pouvez aller les soutenir et vous balader sur les différents sites comme le Château d'Aulin, le mémorial de Notre-Dame de Lorette ou encore la commune d'Ablain-Saint-Nazaire, lieu de passage des 3 trails qui sont au programme. Les éperons avec 17 km, l'offensive de 29 km et le poilu avec 61,5 km pour les plus aguerris. Il y aura également une balade historique de 2 heures sur le thème de la mémoire avec un accompagnateur et une balade nordique de 16 km au départ du musée de Souchet. Pour plus de renseignements, www.letraildespoilus.fr. Devenir restaurateur d'œuvres d'art le temps d'une heure au Louvre-Lens, c'est possible. En effet, le musée du Louvre-Lens offre à ses visiteurs l'opportunité de découvrir la restauration d'une peinture iranienne de l'époque Qajar
entre 1820 et 1830. L'occasion d'approcher au plus près le travail effectué et de découvrir les coulisses de ce métier. L'œuvre restaurée, La danseuse aux cymbalettes, sera présentée dans la prochaine exposition événement du Louvre-Lens, L'Empire des Roses, chef-d'œuvre de l'art persan du XIXe siècle, à partir du 28 mars prochain. L'atelier est accessible à partir de 8 ans. Rendez-vous demain à partir de 16h ou bien le jeudi 15 mars et vendredi 16 mars. Réservation à l'accueil du musée ou par téléphone au 03 21 18 62 62. L'entrée de 6 € en tarif plein. John, Paul, George et Ringo, les 4 chanteurs de Liverpool les plus connus au monde, seront mis à l'honneur demain à Lens. Les Beatles résonneront dans la médiathèque Robert Cousin de Lens le vendredi 9 mars à partir de 19h. L'auteur et spécialiste du groupe anglais Jean-Claude Hockey tiendra une conférence sur l'incontournable White Album sorti en novembre 1968 et sur leur voyage en Inde avec des documents inédits. Puis à 20h30, vous pouvez assister au concert du groupe Revival Beatles en duo acoustique. L'entrée est gratuite, réservation et renseignements auprès des agents d'accueil de la médiathèque. Merci Nathalie, merci Camille, merci à toute l'équipe de Télégoël, merci à notre invitée Déborah Harvez d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce JT consacré en bonne partie aux femmes. On ne fait qu'une fois par an, mais vous toutes et vous tous pensez que beaucoup de femmes souffrent dans le monde entier, que les libertés sont différentes à ce que nous pouvons faire ici en France, dans beaucoup de pays, et qu'il faut chaque jour le faire savoir pour nous et pour elles. Bon courage aux mamans, aux travailleuses, aux sportives, aux bénévoles, à toutes ces femmes de talent qui font le monde d'aujourd'hui, et à la semaine prochaine sur Télégoël.